en Chine, à la surprise générale, l'activité manufacturière a rebondi en août, signe que les efforts engagés par Pékin pour relancer la croissance commencent à porter leurs fruits. En effet, l'indice d'activité des directeurs d'achat, calculé par le cabinet S&P Global et le média économique Caixin, s'est établi à 51 points le mois dernier, après 49,2 en juillet, et ce alors que le consensus des économistes l'estimait à 49,3. Selon l'enquête publiée ce matin, l'amélioration de l'offre, de la demande intérieure et de l'emploi suggère que les efforts officiels pour relancer la croissance pourraient avoir eu un certain effet. Pour autant, même si ces chiffres témoignent d'un rythme au plus haut depuis 6 mois, rappelons que ces données sont publiées au lendemain d'une enquête officielle qui a mis en avant le fait que l'activité manufacturière chinoise s'était contractée en août, et ce, pour le 5e mois consécutif. C'est pourquoi les analystes estiment qu'il est trop tôt pour dire si la deuxième économie mondiale s'est redressée de manière significative, car l'aggravation du ralentissement de l'immobilier et la faiblesse de la consommation des ménages incitent à s'attendre à davantage de mesures de relance. À toute fin utile, je vous rappelle que le PMI officiel est centré sur les grandes entreprises d'État, alors que le PMI Caixin est plus varié parce qu'il inclut davantage d'entreprises privées plus petites. Toujours en Chine, alors que 5 établissements bancaires majeurs ont réduit les taux de dépôt à terme à 1 an de 10 points de base à 1,55%, les dépôts à terme à 2 ans de 20 points de base et les dépôts à terme à 3 ans et à 5 ans de 25 points de base, la Banque centrale chinoise a annoncé ce matin qu'elle réduirait le ratio des réserves obligatoires de change de 200 points de base, passant de 6 à 2%, et ce à compter du 15 septembre prochain, une mesure visant évidemment à ralentir le rythme de la baisse du yuan. Enfin, le promoteur immobilier Country Garden a de nouveau repoussé la date butoir pour le vote de ses créanciers sur un rééchelonnement de ses remboursements, ce qui lui permettrait d'éviter un défaut de paiement aux conséquences désastreuses pour l'économie chinoise. Le vote devait se tenir hier à 22h heure locale et a été repoussé à aujourd'hui à la même heure, c'est-à-dire 22h heure de Pékin, 14h heure GMT, ce qui correspond à 16h heure de Paris. L'inflation dans la zone euro a été plus élevée que ce que les analystes attendaient pour le mois d'août, même si elle est restée inchangée par rapport au mois précédent, compliquant ainsi le rôle de la Banque centrale européenne. L'inflation globale était de 5,3% pour le mois d'août, selon les données préliminaires de l'Office européen des statistiques publiées hier. C'est au-dessus des 5,1% attendus par le consensus. Les prix des produits alimentaires sont restés le principal moteur de l'inflation globale, mais ils ont diminué de 1 point de pourcentage par rapport au mois précédent. L'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments volatiles et constitue un indicateur clé pour la BCE, a diminué de 0,2 points de pourcentage au cours de la même période et se situe désormais au même niveau que l'inflation globale, c'est-à-dire à 5,3%. Toujours au chapitre de l'inflation, l'indice des prix à la consommation a recommencé à accélérer en juillet aux États-Unis. Après 2 mois de ralentissement, la hausse des prix à la consommation a été de 3,3% sur un an contre 3% en juin. Sur un mois, l'inflation PCE est stable à 0,2%, conformément aux attentes des analystes. En excluant les prix volatiles de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation dite sous-jacente s'accélère elle aussi à 4,2% sur un an contre 4,1% en juin et est également stable sur un mois à 0,2%, ce qui fait dire aux analystes et aux observateurs que c'est dans l'ensemble plutôt une bonne nouvelle, puisqu'elle devrait inciter la Fed à maintenir ses taux dans la fourchette de 5,25-5,50 et la BCE également à maintenir ses taux inchangés, puisque désormais c'est 80% des analystes qui estiment que l'institution présidée par Christine Lagarde les maintiendra dans la fourchette qui est celle actuelle. L'agence de notation S&P Global a abaissé de C à D la note de crédit de Casino, affirmant dans un communiqué publié hier que le distributeur alimentaire n'avait pas honoré le coupon dû mi-juillet sur certaines obligations, et ce malgré le délai de grâce de 30 jours qui lui avait été accordé. L'agence de notation a également mis en avant le fait qu'avoir suspendu sa notation à la demande du groupe de la grande distribution était donc une demande émanant des instances dirigeantes du groupe Casino. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète, et les principaux marchés financiers européens ont terminé la journée en ordre dispersé, une journée chargée en indicateurs macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique. À Paris, le CAC 40 a fini par reculer de 0,65% à 7316 points, le FTSE a cédé 0,46% à 7493 points, enfin le DAX de son côté a clôturé en hausse de 0,35% à 15 947 points. À New York,
Les marchés actions ont tenté de terminer le mois d'août sur une note positive, mais ils ont perdu de leur vigueur en cours de séance. La hausse des dépenses de consommation des ménages en juillet et la déflation en cours pourraient inciter la Fed à faire une pause prolongée dans le rythme de la hausse de ses taux. Le Dow Jones a reculé de 0,48% à 34 721 points. Le S&P 500 a cédé 0,16% à 4 507 points. Seul le Nasdaq a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à un gain de 0,11% à 14 034 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, boostée par les valeurs bancaires. Le Nikkei a pris 0,28% à 32 710 points. Dans le détail de la cote française, sur le SBF 120, Eramet a rebondi après avoir chuté de plus de 16% la veille. Le groupe a annoncé le redémarrage de ses activités au Gabon. Résultat, le titre a fini en tête du SBF 120 à la faveur d'un gain de 11,4% à 70,85 €. A l'inverse, Casino a chuté pour la deuxième séance consécutive et a perdu 8,53% à 2,96 €. Le titre pâtit toujours de la dégradation de sa note par l'agence de notation Fitch, imitée peu de temps après, comme nous voulons le voir, par S&P Global. Sur le marché des rendements obligataires, les principaux taux souverains en Europe et aux États-Unis ont cédé du terrain après les chiffres de l'inflation. Le Bund allemand à 10 ans a reculé de plus de 6 points de base à 2,4710%, tandis que son équivalent américain de même unité de temps a abandonné lui un peu plus de 2 points de base à 4,0848%. Sur le Forex, l'euro a perdu 0,75% par rapport au dollar et s'échangeait hier à l'heure de la clôture en Europe à 1,0842. Le billet vert qui prend de l'épaisseur à mesure que l'économie américaine envoie des signes de robustesse. On pense au marché du travail, aux dépenses de consommation des ménages et aux indicateurs avancés d'activité. Les cours du pétrole ont accéléré leurs gains hier à l'approche de l'annonce de nouvelles coupes de production venant de pays producteurs de l'OPEP+, sur fond de marché déjà tendu. En effet, lors d'une réunion gouvernementale télévisée hier en présence de Vladimir Poutine, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a assuré que les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés sont tombés d'accord sur de nouvelles réductions de production. Pour autant, et sous couvert d'anonymat, un responsable de l'OPEP+ a affirmé qu'il n'était pas au courant de ces nouveaux accords et qu'un tel ajustement nécessiterait la convocation d'une réunion formelle. Pour autant, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c'était le dernier jour de cotation, a pris 1,16% à 86,86 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, a gagné 2,45% à 83,63 $. Le baril. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 1er septembre et nous retrouverons comme tous les vendredis matins Antoine Quesada qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.